Donc, bonjour à tous. Je vais d'abord, vous m'entendez bien? Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon? D'accord. Eh bien, on va Oui, commencer. oui. Alors, moi, je vais vous parler de Alors, l'actine et d'une forme particulière de l'actine qui est l'actine branchée. On va voir ce que ça veut dire dans la migration cellulaire et la dissémination tumorale. Alors, je vais vous parler des différents types d'organisation de réseaux d'actine, les linéaires et les branchés. On va arriver très vite sur ma spécialité qui est les réseaux branchés et le rôle d'une machinerie moléculaire qui s'appelle le complexe ARP2-3, où là, je vais vous résumer 15 ans de recherche à grands traits. Et puis, on va se focaliser un peu sur les résultats du labo dans une troisième partie, qui ne sont pas des résultats très récents, mais qui sont importants à pour mettre en perspective ce dont je vais vous parler, notamment comment on doit illustrer le rôle que ça peut avoir dans le cancer, dans la progression cancéreuse. On va voir ça dans une troisième partie. Alors, d'abord, les réseaux d'actine. Bon, vous savez tous que l'actine, René Marc a dû vous le dire, est une protéine très abondante qui polymérise spontanément. En fait, ça, on le sait parce qu'on sait la purifier depuis très longtemps, depuis au moins 50 ans, et elle va polymériser dans le tube à essai en faisant cette structure qui est une double hélice, donc une autre double hélice biologique, il n'y a pas que l'ADN, c'est une double hélice, donc à chaque extrémité, vous avez les faces de deux protomères qui sont visibles. C'est particulièrement important dans la migration cellulaire. Là, vous avez le front de migration, là, vous avez la queue, l'arrière. Donc, la queue est globalement en contraction. C'est l'effet de la petite GTPase ROA que vous a introduit René Marc, alors que le front est globalement en expansion. Et ça, c'est dû à la polymérisation d'actine qui est préférentiellement localisée au front et qui est sous la dépendance de la GTPase RAC, comme il vient de vous le dire. Alors, si on regarde en microscopie électronique à transmission le front, lamellipode, phylopode, donc lamellipode, c'est ce voile de membrane qui va s'étaler à l'avant de la cellule. Les phylopodes, c'est les extensions en doigts de gant qui précèdent la cellule. On voit que l'organisation des filaments n'est pas la même. Là, vous voyez un réseau extrêmement dense de filaments où on ne voit pas d'organisation particulière tellement c'est dense en fait. Et là, on voit des faisceaux de filaments d'actine qui sont organisés en faisceaux. Il y a d'autres structures où les filaments sont organisés en faisceaux. Par exemple, c'est des structures spécialisées. Par exemple, les microvillosités des cellules absorptives, comme les cellules de l'intestin, qui vont augmenter leur surface d'échange grâce à ces protrusions membranaires. Alors, si on regarde le lamellipode, alors qu'on a enlevé énormément de ces filaments, on voit mieux la structure et on voit que ces filaments d'actine sont branchés. Alors, des exemples, ici, par exemple, on voit un filament, on voit une branche là, une branche là, une branche là. Vous voyez bien mon curseur rouge? Normalement, oui, mais Oui, oui. ça marche, d'accord. Et ça, c'est une technique particulière de réplique aux platines qui a été développée, mais c'est de la microscopie électronique. Donc, quand il y a plus de 20 ans, Tatiana Svitkina a rapporté ça pour la première fois, il y a eu énormément de doutes et de critiques sur le fait que c'était un artefact qui n'existait pas parce qu'on savait bien comment l'actine polymérisait, on l'avait fait polymériser dans le tube à essai et on n'avait jamais vu de filament branché. Donc, ça devait être un artefact induit par les conditions de fixation de la microscopie électronique. En fait, on va voir que c'est tout à fait réel. Alors, le point important, c'est que le cytosquelette d'actine génère des forces. Il peut pousser, il peut tirer. Le côté tiré, en fait, est toujours associé aux myosines. Et on va le retrouver dans des structures dont on ne va pas parler plus, donc je vous les décris maintenant. Par exemple, quand les cellules se divisent, il y a un anneau contractile qui va se resserrer et qui va diviser vraiment une cellule en deux. Il y a la ceinture d'adhésion des cellules épithéliales qui leur permettent de rester jointives, qui sont en tension, ou des structures qu'on voit très facilement quand on cultive des cellules isolées sur des substrats très rigides, et ce qu'on appelle des fibres de stress qui développent de la tension. Donc tout ça, c'est grâce à de la myosine qui va tirer sur les filaments d'actine, comme dans le muscle, pour générer un mouvement, une force où en fait on va ramener, on va réduire la taille du sarcomère dans le cas du muscle, ou la taille du faisceau de filament d'actine.
Nous, on va s'intéresser essentiellement à la force qui est générée par la polymérisation d'actine toute seule. Et c'est cette force-là qui va être responsable du lamellipode, des filopodes, des microvillosités. Donc, on va parler extensivement du lamellipode, un peu moins des filopodes et des microvillosités. Cette polymérisation d'actine n'a pas besoin d'être branchée comme dans le lamellipode pour générer une force, puisque dans les filopodes et les microvillosités, l'actine n'est pas branchée. Néanmoins, il y a une force de poussée qui est générée. Cependant, c'est sans doute quand les réseaux sont branchés que la force de poussée est la plus forte. Alors, si on regarde là l'extrémité d'une cellule en migration, c'est le front, c'est un lamellipode. En fait, là, vous voyez de la GFP-actine, donc vous voyez que le marquage est assez large dans le lamellipode, à l'extrémité du lamellipode. Il a une certaine épaisseur, je ne sais pas, plusieurs microns. Et en fait, pour voir la dynamique de l'actine au sein de cette structure, on va faire ce qu'on appelle du FRAP, c'est-à-dire on va voir comment la fluorescence est recouvrée après avoir photoblanchi toutes les molécules GFP-actine dans cette zone-là. Donc les molécules d'actine sont toujours là, mais elles ne sont plus fluorescentes, et de nouvelles molécules d'actine vont être recrutées du cytosol, et on va voir là le recouvrement, comment la recovery de la fluorescence. Et en fait, ce que vous avez vu dans ce film, c'est que voilà, la fluorescence est restaurée en partant de la membrane plasmique, et petit à petit, ce marquage va s'étendre vers l'arrière jusqu'à reconstituer l'épaisseur du lamellipode, les quelques microns qui sont marqués. Donc, l'actine, la nouvelle actine qui est recrutée à partir du cytosol va être recrutée spécifiquement sous la membrane plasmique. Et ensuite, cette actine, après son recrutement, va être déplacée vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle le flux rétrograde. Et en fait, pour comprendre ce qui se passait dans le cadre de la migration cellulaire, il y a eu un détour extrêmement important qui a été fait sur une bactérie pathogène qui est capable de polymériser l'actine. Donc là, vous voyez une cellule infectée par cette bactérie pathogène, et vous voyez qu'il y a énormément de mouvements avec ce qu'on appelle des queues de comètes. Et en fait, si on faisait de la microscopie électronique, on verrait à l'extrémité de chacune de ces comètes une bactérie qui est capable de se propulser dans le cytosol des cellules. Et parfois, on voit que les bactéries rejoignent la périphérie de la cellule, et donc en fait, ce mécanisme de propulsion est un moyen, excusez-moi, est un moyen pour la bactérie d'entrer par effraction dans la cellule voisine. Dans un tissu, les cellules sont jointives, et donc la protrusion qui a une bactérie à son bout va être captée par la cellule voisine, et donc l'infection va se propager comme ça de proche en proche, de cellule en cellule, sans que les bactéries soient jamais exposées au milieu extracellulaire, donc soient jamais reconnues par des anticorps circulants, par exemple. C'est une manière d'échapper au système immunitaire. Donc, cette bactérie pathogène, Listeria, a été absolument dramatique au sens anglais, a été absolument critique pour identifier les mécanismes de la polymérisation d'actine. Ça, là, je vous montre un papier du groupe de Pascal Cossard à l'Institut Pasteur qui a trouvé en 1994, je crois, vous voyez la référence, moi je ne la vois pas, un mutant de la bactérie dans un gène qu'elle a appelé ACTA, où ces bactéries étaient capables de rentrer dans les cellules, d'accéder au cytosol, mais vous voyez, les bactéries ne sont plus capables d'être mobiles dans le cytosol des cellules infectées. Et donc, cette protéine ACTA, c'est une protéine qui va être exposée à la surface de la bactérie, donc qui va être au contact des protéines du cytosol de la cellule infectée. Et en fait, le groupe de Matt Welch ici a purifié cette protéine ACTA, a recouvert des sphères inertes de polystyrène qu'il a incubées dans des extraits de cytosol. Et ce que vous voyez, c'est que cette protéine, à elle toute seule, est capable de générer la force, de générer du mouvement, des billes, en faisant une comète d'actine. Évidemment, c'est un système ouvert, donc c'est très simple d'étudier ça. Il suffit de mettre un peu d'actine qu'on sait purifier, qu'on va faire réagir avec un fluorophore, et de montrer qu'il y a un enrichissement de l'actine dans ces fameuses queues de comètes qui vont propulser les billes. Et en fait, il a utilisé ce système-là pour trouver le facteur le plus important de génération de force qui s'appelle le complexe ARP de Troie.
Alors, c'est ça dont je vais vous parler en 3 diapos. C'est une approche qui n'est absolument pas classique. Spontanément, ce qu'ont fait la plupart des groupes du monde, c'est d'essayer de trouver les facteurs du cytosol qui étaient capables d'interagir avec ACTA, donc sur la base d'une interaction physique. Donc, vous avez plein de méthodes pour ça. Vous avez le GST pull-down, vous avez les cryptes double hybrides, vous avez tout ça. Mais en fait, tout le monde s'est un peu égaré parce que la protéine ACTA est capable de se lier à des tas de choses, mais ça ne vous dit pas obligatoirement ce qui est significatif pour générer la force. Ce qu'a fait le groupe de Matt Welch était plus intelligent. Ça nécessitait une bonne culture biochimique que peu de gens ont, déjà à l'époque et encore moins maintenant, d'où l'importance de travailler votre biochimie. Et il a fait ce qu'on appelle une reconstitution in vitro, c'est-à-dire qu'il a reconstitué le phénomène cellulaire dans le tube à essai. Donc, toujours en utilisant ces extraits cytosoliques. Bon, il a pris des listeria là, dans ce cas-là, mais il aurait pu prendre les billes inertes recouvertes d'ACTA, ça marche de la même manière, et il a mis un peu d'actine fluorescente. Et en fait, quand il fait ça, il régénère les queues de comète. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ensuite, l'extrait cytosolique, on peut le fractionner il y a tout un ensemble de méthodes biochimiques qui permettent de fractionner un mélange complexe de protéines. Et il l'a fractionné par des colonnes d'échangeuses d'ions, par des précipitations différentielles au sulfate d'ammonium, des choses comme ça. Le point important, c'est qu'à partir d'un mélange complexe, vous avez une décomposition en plusieurs fractions qui sont un peu moins complexes. Et si on teste n'importe quelle fraction, il ne se passe rien. Mais il y a quelques fractions qui sont actives et qui vont être capables de reconstituer la polymérisation d'actine autour des bactéries. Alors, cette polymérisation d'actine, elle n'est pas complète dans la forme d'une queue de comète. C'est juste une polymérisation locale, mais il manque des choses pour que le mouvement soit soutenu et qu'il y ait un déplacement vraiment par une queue de comète. Et en fait, ça nous dit que le processus est complexe et qu'il n'y a pas qu'un seul élément qui est responsable du mouvement. Il faut la polymérisation d'actine, ce qu'on a dans ces fractions-là, mais il y a d'autres protéines, d'autres facteurs qui en fait vont être essentiellement capables de dégrader, de dépolymériser l'actine qui est polymérisée, histoire de toujours reconstituer le pool d'actine polymérisable. En fait, sinon le système va se bloquer assez vite. Le point important, c'est que dans sa dernière étape, il a fait ce qu'on appelle une filtration sur gel. Donc, c'est une méthode biochimique qui sépare les protéines et les complexes multiprotéiques suivant leur taille. Et là, vous voyez qu'il y a 7 bandes dans ce gel coloré au Comassi. Et c'est donc un complexe de 7 protéines, puisque les 7 protéines vont commigrer exactement dans les mêmes fractions. Les fractions les plus intenses contiennent les 7, et puis un peu moins intenses contiennent les 7, etc. Donc, c'est des protéines qui sont associées entre elles. Et donc, ensuite, c'est très facile d'identifier ces protéines par spectrométrie de masse. Et la surprise, c'est que ce complexe contenait 2 protéines apparentées à l'actine. Alors ça, c'était très bon signe, parce que qui se ressemble s'assemble, vous verrez, c'est une loi qui s'applique aussi aux microtubules. Pour polymériser les microtubules, la nature utilise un complexe qui contient aussi un dérivé de la tubuline, qui n'est pas exactement la tubuline normale, mais qui induit la polymérisation de la tubuline. Et très vite, en fait, on a pu reconstituer donc la polymérisation d'actine avec ce complexe ARB2-3 et on a régénéré les branches, les fameuses branches qui n'étaient donc pas du tout artefactuelles, mais qui étaient un effet de l'activité d'ARB2-3 dans ce système-là. Alors, ARB2-3, on connaît sa structure cristallographique, on sait comment les 2 protéines qui ressemblent à de l'actine sont organisées. En fait, elles sont assez loin l'un de l'autre. Et on sait que c'est lui qui va former la branche lui-même. Et en fait, on peut faire, vous savez, de plus en plus d'études structurales par microscopie électronique. Donc, on voit de l'actine ici, de l'actine là dans le filament Phi. Et au niveau de la jonction, en fait, on peut accommoder la structure cristalline si et seulement si on fait un changement de conformation le long de ces pivots là, qui sont représentés. Et donc, ce qu'on va faire, c'est rapprocher ARB2 et ARB3. Donc, on pense que le complexe ARB2-3 est capable d'être activé, ce qui se traduit par un changement conformationnel qui va rapprocher ARB2 et ARB3. Et en rapprochant ARB2 et ARB3, en fait, ce qu'on va mimer, c'est l'extrémité d'un filament qui pourra être ensuite allongé. Alors, effectivement, après le détour par l'hystéria, on a pu vérifier dans un deuxième temps que c'était important pour générer un lamellipode.
Donc, si vous avez l'œil, vous voyez que là, c'est des cellules qui font énormément de lamellipode, c'est toutes ces surfaces concaves là, c'est un marquage actine, donc il y a un enrichissement d'actine, et vous voyez que quand on a enlevé des sous-unités du complexe ARP2-3, les cellules n'ont pas du tout la même forme parce qu'elles ne sont plus capables de former de lamellipode. Alors, quelque chose qui est plus visuel, c'est aussi avec un knockout de fibroblastes murins. Et là, on voit, quand elles sont dans le processus d'étalement, les cellules font un lamellipode unique qui fait toute la périphérie de la cellule. Je vais rejouer le film. On voit que les cellules wild-type s'étalent suivant un mécanisme qui est relativement homogène sur tout le pourtour de la cellule, c'est le lamellipode, alors que les cellules qui sont inactivées pour le complexe ARP2-3 sont toujours capables de s'étaler, essentiellement grâce à des filopodes, mais en fait, vous voyez, entre les filopodes, il n'y a plus le mécanisme qui permet de faire avancer la membrane entre les points d'attachement des filopodes. Donc, la morphologie est complètement différente, ces cellules sont toutes piquantes. Donc voilà, souvenez-vous que le cytosquelette d'actine pousse et tire, et ce qui nous intéresse là, c'est la poussée, c'est ARP2-3, et pas les myosines, mais c'est au moins aussi important évidemment de pouvoir tirer sur le filament d'actine. Donc on va parler maintenant de la régulation du complexe ARP2-3. Si on regarde où est ARP2-3 dans la cellule, donc là vous avez un lamellipode en bas de la cellule, là, et vous voyez que le complexe ARP2-3 est enrichi dans cette partie-là de la membrane plasmique, pas sur un bord latéral qui est sous tension, par exemple celui-là, où il y aurait des fibres de stress plutôt, il y aurait des filaments contractiles d'actine, si on les marquait. Et on voit aussi qu'on a tout un ensemble de petits points dans la cellule qui sont très fluorescents, et en fait, ils correspondent à des vésicules internes de trafic intracellulaire. En fait, on connaît 4 familles d'activateurs du complexe ARP2-3 qui ont l'air de se répartir, ce n'est pas absolument vrai, mais en première approximation, c'est quand même pas mal vrai, qui ont l'air de se répartir le travail d'activer ARP2-3 à différents endroits de la cellule. Donc vous avez 3 activateurs qui sont importants pour le trafic intracellulaire, NOAS pour l'endocytose, WASH pour le trafic des endosomes, WAM et JIMI pour le trafic entre le réticulum endoplasmique et le Golgi. Et celle qui va nous intéresser plus aujourd'hui pour la migration cellulaire, c'est WAVE. Toutes ces protéines sont capables d'activer ARP2-3 à différents endroits de la cellule parce qu'elles sont régulées différemment, elles sont recrutées par des mécanismes différents. En fait, on connaît maintenant très bien le mécanisme structural d'activation d'ARP2-3. Cette réorganisation, ce changement conformationnel qui rapproche ARP2 et ARP3 se fait en solution avant que le complexe n'atterrisse littéralement sur un filament d'actine préexistant pour initier une branche. Alors, il y a des régulateurs de branche qui vont stabiliser ou déstabiliser la branche, mais l'essentiel de la régulation se fait quand même au niveau de ce changement de conformation par des activateurs qu'on appelle parfois des NPF ou des Nucleation Promoting Factors et par des inhibiteurs. Donc, parlons d'abord de l'activation du phénomène. Donc, voilà les 4 familles. En fait, le domaine aminoterminal est différent dans chacune des familles. Ce qui les caractérise toutes, ces protéines activatrices du complexe ARP2-3, c'est leur extrémité carboxyterminale. Elles ont d'abord un motif acide. Je dis un motif, ce n'est pas un domaine, c'est un motif. C'est juste un enchaînement assez court d'acides aminés, une vingtaine. Ce motif acide est capable d'induire ce changement de conformation d'ARP2-3 et le domaine qu'on appelle pour WH2, il y en a un ou il y en a 2 suivant les cas, en fait interagit avec l'actine monomérique et va délivrer la première molécule d'actine au complexe ARP2-3 réarrangé. Et ça aussi, c'est absolument nécessaire qu'il y ait une première molécule d'actine qui soit délivrée par le NPF, par l'activateur, pour qu'un filament fille soit généré à partir du filament, un filament fils en français, on dit fille en anglais, un filament fils soit généré à partir du filament père. Donc je vous ai dit que WAVE faisait l'essentiel du travail au niveau du lamellipode, alors que les 3 autres familles étaient impliquées dans le trafic intracellulaire. Et quand on a vu que le complexe ARP2-3 générait une force de poussée, en fait, ce que va faire le complexe ARP2-3 dans le trafic intracellulaire, très souvent,
c'est qu'il va pousser autour d'un cou, comme dans le, j'essaye de dessiner là, comme dans le cou d'endocytose des puits recouverts de clatrine. Et en fait, en comprimant le cou, il va permettre de séparer un intermédiaire de transport d'un compartiment originel. Donc en fait, souvent, cette polymérisation d'actine va être associée à la scission des membranes. Ce n'est pas le cas de Wave, qui, lui, va utiliser la force générée pour la protrusion. Alors, j'aime beaucoup montrer ce film parce qu'on voit bien dans ce lamellipode splendide, c'est une cellule de mélanome, un lamellipode très, 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 très large. Au centre, là, vous avez une rétraction de la membrane. Elle va arrêter d'avancer à partir d'un certain moment. Et vous voyez que dès qu'elle arrête d'avancer, en fait, Wave part. Autrement dit, quand Wave est là, la membrane avance, et quand Wave n'est pas là, la membrane n'avance plus. Et donc ça montre, par exemple, il y a des expériences de knockout très claires qui montrent que quand on enlève Wave, les cellules ne sont plus capables de faire des lamellipodes. Alors, Wave est régulé au sein d'un complexe multiprotéique que j'ai purifié lors de mon postdoc. Donc c'est un complexe de 5 sous-unités. En fait, ce qu'il y a d'important, c'est que le motif d'activation d'arbre de 3 va être masqué au sein du complexe. Et donc, tout le jeu de la transduction du signal va être d'exposer ce motif pour qu'il active arbre de 3. Et cette exposition du motif va se faire en réponse à la signalisation cellulaire, donc en réponse à la petite GTPase RAC. Cette structure, complex wave, se lie à RAC uniquement quand il est sous forme GTP. Et donc, quand il se lie à RAC GTP, il va, en réponse, exposer le motif WA qui va activer le complexe arbre de 3. C'est comme ça que la signalisation se fait. Alors, pour vous démontrer ce point, comment ça a été démontré historiquement, c'est une expérience du groupe de Clemens Rotner qui prend des cellules déplétées en complex wave, là, sur ces deux sous-unités-là, et en fait, il va micro-injecter une forme mutante de RAC qui comporte une leucine à la position 61 au lieu d'un Q. Et donc, cette forme active, quand il la micro-injecte à des cellules, il induit un magnifique lamellipode qui, encore une fois, fait tout le pourtour dans la cellule. Et vous voyez que les cellules déplétées en complex wave, elles ne réagissent pas à la micro-injection en faisant un lamellipode, elles sont incapables de faire un lamellipode, elles font au mieux des phylopodes ou des blebs, mais elles ne font pas de lamellipode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, hein. C'est sans problème. Ou sinon, on les garde pour les fins de partie ou pour la fin du cours, mais n'hésitez pas. Donc, je vous ai montré que Wave était l'activateur qui était requis pour activer ARP2.3 au front de migration des cellules. On va parler maintenant de l'étape réverse, l'étape inverse. Il y a des protéines inhibitrices dans la cellule. Et en fait, c'est notre travail au laboratoire. On a identifié cette protéine qu'on a appelée ARPIN pour ARP2/3 inhibition. Il se trouvait que ma directrice de thèse, Monique Arpin, avait un nom prédestiné, donc j'ai pu lui rendre hommage en appelant cette protéine ARPIN, puisque ça tombait bien, c'était aussi son activité. Comme je vous l'ai dit, le motif W est absolument nécessaire à l'activation. Et là, on avait une protéine qui n'avait que le motif acide, donc qui était capable de se lier à ARP2/3, mais qui n'était pas capable de déclencher la réaction puisqu'elle n'avait pas de motif W. Donc on se doutait dès le départ que c'était une protéine inhibitrice. Et en fait, pour vous montrer ça, on a fait des manips avec le groupe de Laurent Blanchoin à Grenoble, qui était capable d'examiner la polymérisation d'actine avec de l'actine fluorescente, du complexe ARP2/3 purifié, du motif d'activation du complexe ARP2/3, WA. Et en fait, la réaction contrôle, on va voir les filaments se brancher en temps réel. Donc, il n'y a absolument aucun doute que ARP2/3 branche, c'est ça son activité. Et si on rajoute à la réaction avec des protéines purifiées, la protéine ARPIN purifiée, on voit bien moins de branches se former. Donc, ARPIN est bien un inhibiteur de cette réaction. Donc, une manière de représenter ça, vous avez l'activateur, le NPF, qui active ARP2/3, qui fait de l'actine branchée, et on a ARPIN qui inhibe ARP2/3. Donc, on a un antagonisme entre le NPF, WAVE dans le cas qui nous intéresse,
et la protéine inhibitrice ARPIN. Et en fait, si on regarde où est ARPIN, de manière surprenante, on va la trouver à l'extrémité du lamellipode. Et quand je dis extrémité, c'est l'extrémité, là où on a vu que l'actine du cytosol était recrutée juste sous la membrane en protrusion. Donc, en gros, on a l'inhibiteur exactement à la même place que l'activateur, à l'extrémité du lamellipode. Alors ça nous a intrigués pendant un certain temps parce que spontanément, on voit, bon, surtout pour une réaction qui est soumise à la transduction du signal, on s'attendait en fait à ce qu'il y ait globalement, et en réponse à la transduction du signal, localement un déclenchement de polymérisation d'actine à l'extrémité du lamellipode, et puis un inhibiteur qui soit soluble dans le cytosol pour empêcher le bruit de fond, si vous voulez, pour dégager la réponse activatrice spécifique d'un bruit de fond. Mais en fait, ça ne semblait pas être le cas. On avait justement l'inhibiteur à l'endroit même où on avait l'activation, où on avait la polymérisation d'actine branchée, donc ce qui semblait un peu contradictoire. On va voir que ça ne l'est pas, en fait, parce qu'on a compris que ARPIN, l'inhibiteur, était sous la dépendance de RAC1 lui-même. RAC1 qui déclenche des lamellipodes. Donc là, on a des mouse embryonic fibroblasts, des cellules fibroblastiques dérivées d'embryons de souris, soit une souris sauvage, soit une souris qui est knockout, qui est inactivée pour RAC1. Donc ces fibroblastes, ils expriment tout ce qu'il faut, ils expriment ARP2/3, l'ARPIN, mais ces cellules, si on les regarde sous le microscope, elles sont incapables de faire de lamellipode. On n'a jamais vu un lamellipode dans ces knockouts de RAC1. Et quand on a immunoprécipité l'ARPIN, en fait, on s'est aperçu que ARPIN était incapable de se lier au complexe ARP2/3 dans le contexte knockout. Donc, quand il n'y a pas de lamellipode, quand ARPIN n'est pas localisé à l'extrémité du lamellipode, ARPIN ne se lie pas au complexe ARP2/3. Donc, ARPIN, bien qu'elle soit inhibitrice, nécessite elle aussi la transduction du signal comme l'activateur WAVE pour se lier à ARP2/3. Ça, c'est une très belle manip parce que d'habitude, ce type de manip de transduction du signal, on le fait en surexprimant les protéines. Bon, alors on surexprime une forme taguée d'ARPIN, on immunoprécipite le tag, on regarde à quoi ça se lie. Là, il n'y a pas de surexpression, c'est vraiment la protéine endogène. Et aussi, pour déclencher la réaction, on va utiliser un plasmide qui va exprimer la forme activatrice, par exemple RAC1, Q61L. Et là, non, c'est juste on a enlevé l'activité endogène. Donc là, tout est endogène. L'ARPIN est endogène, l'ARP2/3 est endogène. On a juste enlevé un intermédiaire de signalisation et ça ne marche plus. C'est une très, très belle manip. Si on cherche à représenter ce qui se passe, en fait, RAC, qui déclenchait la polymérisation d'actine branchée via le complexe WAVE, va aussi activer l'inhibiteur qui va inhiber le complexe ARP2/3, sans doute par des intermédiaires qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que j'ai représenté la flèche sous forme de pointillé. On a testé l'interaction directe entre RAC1 et ARPIN et on n'en a pas trouvé. Donc là aussi, il doit y avoir une transduction du signal. Mais globalement, on sait que ça va dans ce sens-là. Donc, quel sens ça peut avoir? Je vous demande de réfléchir 5 minutes. Quel sens ça peut avoir d'activer l'activateur et d'activer l'inhibiteur? Donc, souvenez-vous des points importants, que l'activation d'ARP2/3, donc c'est cette machinerie moléculaire qui génère une force de poussée, est médiée par différents NPF à différents endroits de la cellule, que cette force sert soit à la protrusion de membrane, ce qu'on développe ici, soit à la scission membranaire dans le trafic intracellulaire, qu'on ne développe pas, mais sur lequel on travaille aussi au laboratoire, et qu'il y a des protéines inhibitrices d'ARP2/3. Il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'ARPIN. ARPIN, c'est celle qu'on a trouvée, c'est sans doute une des majeures, c'est celle qui est impliquée dans la migration cellulaire. Il y en a d'autres qui ont été décrites, qui ont l'air de correspondre aux autres NPF. Donc, de la même manière que ARPIN antagonise WAVE, il y aurait une protéine inhibitrice qui antagoniserait NWASP, une protéine qui antagoniserait WASH, etc. Donc, on va passer à la troisième partie, qui est plus expérimentale. Ce n'est pas des résultats récents du labo, parce que ça devient un peu maintenant la vérité révélée, mais c'est quand même
C'est quand même des résultats du labo. Alors, avant que j'enchaîne là-dessus, peut-être vous avez des questions. Allez-y, si vous en avez, c'est le moment. Il y a un message qui dit rétrocontrôle. Rétrocontrôle, c'est la réponse à quoi ça peut servir un rétrocontrôle. Alors, ce n'est pas tout à fait un rétrocontrôle, parce qu'en fait, si je reviens, c'est le contraire d'un rétrocontrôle. Alors, l'anglais est plus précis. En fait, un rétrocontrôle, ce serait si le produit agissait sur rack. Ça s'appelle un feedback. Feedback en anglais, c'est rétrocontrôle en français. Là, ce que vous avez, c'est deux manières d'aller d'ici à là. Donc, au lieu d'être un feedback, les Anglais parlent de feed-forward. J'ai cherché, on n'a pas d'équivalent en français et je ne vois pas comment le dire en français. Donc, on a des feed-forward, comme ça, et on a des feedbacks. On va voir, on va en reparler. Alors, ça, quand on s'est intéressé à quoi ça pouvait servir, ce type de circuit, en fait, on a lu sur les réseaux de transcription. Parce que c'est très classique, il y a un facteur de transcription maître qui déclenche un programme de transcription, qui déclenche l'expression d'autres facteurs de transcription, certains étant positifs, d'autres négatifs, sur un phénomène donné. Donc, ce type de circuit avait déjà été décrit. Donc, comme je vous le dis, c'est un feed-forward. Et c'est un feed-forward qui est appelé incohérent, non pas que ce soit mauvais et qu'il n'ait aucun sens, on va voir le sens qu'il a, mais incohérent simplement parce qu'il va donner des ordres contradictoires. Il l'active d'un côté et il inhibe de l'autre. Alors, c'est incohérent pour ça. Alors, à quoi ça peut servir? En fait, dans ces réseaux de transduction, d'expression, dans ces réseaux de facteurs de transcription, voilà, ce qui avait été compris, c'est que c'était très utile pour convertir un signal off-on, donc un switch, continue dans le temps, en quelque chose de temporaire. Alors pourquoi? Parce que là, l'activateur, il va recevoir, juste avec un léger décalage, le même signal. Harpin, où c'est plus indirect, il va le recevoir avec un délai peut-être plus grand, et donc augmenter au cours du temps. Et donc si on somme le positif et le négatif, il se pourrait bien qu'en fait, on ait un convertisseur d'un signal off-on maintenu dans le temps en une réponse on transitoire. Alors, est-ce qu'on a des arguments pour dire ça? D'abord, pour mettre en évidence le rôle d'une protéine inhibitrice, on a pris le meilleur système de migration, le système de migration le plus efficace. Pas de chance pour nous, ce n'était pas un système génétique. En fait, ça, c'est des cellules qui viennent du poissonnier. C'est des cellules qui viennent avec les écailles de poisson. C'est l'épithélium qui va recouvrir les écailles du poisson. Sans doute que c'est un épithélium qui est blessé très souvent dans la vie du poisson et donc qui se répare très très vite. Le fait est que si on sépare ces cellules épithéliales et qu'on les met en culture, on a le meilleur système de migration, le plus rapide et le plus directionnel aussi. Vous voyez que la cellule, une fois qu'elle a adopté une forme donnée, et donc elle a adopté une direction, elle va la maintenir au cours du temps. Et ensuite, elle se déplace quasiment sans changement de forme. Donc ça, c'est un système qui a vraiment fasciné les investigateurs, et notamment les physiciens, les modélisateurs et tout ça, parce que en fait, c'est un système très efficace, et on voit les cellules bouger derrière les oculaires de microscope tellement c'est rapide. Malheureusement, ça c'est de la truite fraîche du poissonnier, donc on ne sait pas les transfecter, on ne sait pas faire tout ça. Donc ce qu'on a fait, c'est de purifier, on a cloné Harpin chez le zébrafiche, on a purifié la protéine dans Escherichia coli, et puis on a fait une délétion du motif acide d'interaction avec ARP2-3. Donc on a nos deux protéines purifiées, et en fait, on va les micro-injecter dans les cellules. Alors soit on micro-injecte Harpin full length, le delta A, ou soit le buffer, c'est-à-dire le tampon qui contient les protéines purifiées. Donc à chaque fois, on va piquer les cellules. Transitoirement, ça va leur faire quelque chose, ça va changer leur forme un petit peu. Mais en fait, ce que vous avez dû voir dans ce film, c'est que juste après la piqûre, là, dans le panel du centre, la cellule qui a reçu Harpin entière est extrêmement affectée par la présence d'Harpin. Harpin delta A n'a aucun effet comparé au buffer. La cellule continue de manière directionnelle et avec un mouvement assez efficace. En revanche, au centre, vous voyez que
Donc, la première conclusion, c'est que l'inhibiteur, même si on en met des bonnes doses, ne va pas bloquer complètement la formation de lamellipode. Ce que vous avez, au contraire, c'est une instabilité des lamellipodes. Donc, les lamellipodes sont émis d'un côté, puis ils se rétractent, émis, ils se rétractent. Et du coup, ils se retrouvent aussi à des endroits qui sont un peu ectopiques. Au lieu d'avoir un lamellipode qui est centré sur l'avant, on a cette espèce de danse des lamellipodes qui fait que la cellule ne sait plus où elle va. Et donc, elle change de direction. Alors, changement de direction. Je vous ai dit que ce phénomène de maintien de la migration dans le temps, la persistance de migration, avait été modélisé. Et en fait, on a compris comment la cellule se déplaçait sans changer de forme. C'est grâce à des rétrocontrôles, grâce à des feedbacks, qui font qu'en fait, il y a des molécules qui vont sentir là où l'actine est branchée, qui vont interagir avec des facteurs d'échange de RAC, de manière à continuer à activer RAC là où il était préalablement activé, puisqu'il a généré de l'actine branchée. Et donc, vous avez comme ça un phénomène qui se continue dans le temps, qui fait que la cellule, au fur et à mesure de son avancée, continue d'avancer. Nous, ce qu'on a rajouté en mettant Arpine dans les cellules de poisson, c'est un feedback. Alors, je croyais avoir une animation. Non, elle n'est pas là. Donc ça, c'est le même film que j'ai commenté tout à l'heure. Mais en fait, on a dessiné les contours des cellules sur image par image et on a calculé le centre de la cellule à chaque fois. Et en fait, on a recentré l'image sur ce centre, sur le barycentre de la cellule, de manière à ce qu'il n'y ait plus de mouvement de la cellule. Parce que même si elle était micro-injectée avec Arpine, elle continue à bouger un peu. Et donc, quand on fait ça, ça veut dire qu'on a changé de référentiel. Au lieu d'être dans le plan de référence du substrat, c'est comme si vous étiez debout sur le noyau de la cellule et que vous regardiez ce qui se passe à la membrane plasmique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des cycles de protrusion-rétraction qui sont bien réguliers et avec une certaine périodicité. Donc en fait, quand on a rajouté ce circuit-là, on avait cette idée que cette partie-là du circuit, le Link Coherent Feed-Forward Loop, était capable de faire des mouvements oscillatoires, des réponses temporaires, des réponses en courbe en cloche. Et en fait, là, quand on boucle dans un système qui a un rétrocontrôle qui va activer périodiquement RAC, enfin de manière continue RAC, on fait des oscillations dans le temps, des protrusions suivies de rétraction. Voilà. Et donc, en fait, c'est l'essentiel de ce qu'on voit dans les cellules de mammifères. Dans les cellules de mammifères qui sont peu efficaces pour migrer, ce que vous voyez, c'est que la membrane, elle fluctue comme ça. Quand la cellule migre, elle va garder pendant un certain temps une avancée, une protrusion de la membrane, mais la plupart du temps, elle est toujours active, elle dépense de l'énergie à fluctuer, c'est comme si vous étiez au point mort. Et donc, vous avez ce type d'oscillation non productive, mais qui existe quand même. Alors, est-ce que c'est important tout ça? Évidemment, la migration cellulaire, une des justifications d'étudier son rôle, qui est important pour la mise en place d'un organisme au cours du développement embryonnaire, qui est important pour l'homéostasie des organes. Si les organes gardent leur forme, c'est bien parce qu'il y a des cellules qui sont régénérées et qui doivent migrer à l'endroit où elles travaillent en permanence. Ça joue dans la réparation de blessures, ça joue dans le système immunitaire, ça joue dans plein de choses. Mais il y a un cas qui est un cas pathologique, c'est le cas du cancer où la migration cellulaire est extrêmement importante. Donc notre modèle, c'est le cancer du sein. En fait, la tumeur primaire, donc c'est une prolifération anarchique de cellules. Il y a un stade où les cellules se détachent de la tumeur primaire et vont trouver les vaisseaux sanguins ou les vaisseaux lymphatiques, vaisseaux d'ailleurs que la tumeur aura en général contribué à induire, comme c'est représenté ici. Une fois que la cellule est arrivée dans la lumière des vaisseaux, les cellules peuvent être transportées par le flux sanguin ou lymphatique, et puis à un certain stade, à distance, elles vont ressortir des capillaires sanguins ou lymphatiques pour envahir un organe à distance, distant de la cellule primaire. Par exemple, le foie, qui est représenté ici, est une cible classique dans le cas du cancer du sein. Et évidemment, une fois qu'on a des métastases partout, ça veut dire que la tumeur primaire s'est disséminée,
Le simple geste chirurgical qui permettait d'enlever la tumeur n'est plus possible. Dans le cas du cancer du sein, les tumeurs s'installent dans les os, dans le foie, dans les poumons, dans le cerveau, et tout ça, c'est pas très opérable. Hein. Dans le cerveau, c'est difficile, dans les os, c'est difficile. Dans le foie, la fonction du foie est absolument critique, on ne peut pas retirer le foie. Et dans les poumons, on prend le risque de faire collapser la structure du poumon complètement si on l'opère. Donc, une fois qu'on a des métastases, c'est là où le cancer est véritablement dangereux et c'est là où on donne ce qu'on appelle des chimiothérapies, c'est-à-dire des molécules qui vont essayer de tuer les cellules cancéreuses, où qu'elles soient, donc des molécules qui vont être disséminées dans l'organisme de la même manière que les cellules tumorales ont été disséminées dans l'organisme. Alors, si on regarde l'effet, donc là on a pris des cellules de carcinome mammaire très invasives qui donnent des métastases dans la souris. Si on la réimplante dans la souris, ça donne des métastases. Cette cellule exprime ARPine, donc on a enlevé l'expression de l'ARPine par RNAi en exprimant un shRNA. Et donc ce que vous allez voir, c'est que ces cellules ont beau être invasives, ce n'est pas du tout comme les kératocytes de poisson. Elles bougent très très peu. Donc là, c'est un film de 24 heures. Vous voyez que les cellules contrôle, elles ont cette activité dont je vous parlais, là, de membrane, de protrusion de membrane. Tout ça, ces protrusions, c'est dû à ARP2-3 et c'est dû au complexe Wave et c'est dû à RAC, mais elles vont globalement nulle part. Elles tournent sur place et voilà. En revanche, quand on enlève ARPine, vous pouvez suivre n'importe laquelle de ces cellules, alors qu'on a suivi un certain nombre de cellules là qui ne bougeaient pas, et là, on les voit vraiment se déplacer dans le champ d'observation du microscope. Alors évidemment, on a suivi les trajectoires des cellules, on a extrait toutes sortes de paramètres, et on l'a fait aussi en 3D. Donc là, les cellules sont prises dans un gel de collagène. Alors ça bouge encore moins parce qu'effectivement, il y a une barrière physique. Pardon. Hop, voilà. On voit toujours les protrusions, mais qui sont assez peu productives, puisque les cellules, grosso modo, restent en place. Et là, ça, c'est des films sur 2 jours. Donc, c'est vraiment lent, en fait, comme phénomène. Si vous regardez maintenant, quand on a enlevé ARPine, vous pouvez suivre n'importe laquelle des cellules, vous voyez qu'elles se déplacent dans le gel de collagène. Donc, enlever cet inhibiteur, c'est extrêmement important. Donc, ce n'est pas seulement un inhibiteur du complexe ARP2-3, ARPine est un inhibiteur de la migration cellulaire. Alors, je vous passe toutes les quantifications de tous les paramètres. En fait, le paramètre le plus important qui est affecté dans tous les systèmes qu'on a regardés, c'est la persistance de migration. C'est-à-dire, une fois que la cellule a pris une direction, de manière aléatoire dans ces cas-là, parce qu'on n'a pas biaisé la direction qu'elle prenait par des molécules diffusibles telles que la chimiotaxie ou par des gradients de matrice qu'évoquait René Marc pour l'aptotaxie ou la durotaxie. Voilà. Donc là, il n'y a pas de migration dirigée, elle est aléatoire. Et pourtant, si les cellules se déplacent, ce n'est pas vraiment qu'elles vont plus vite. Alors celles-là en particulier vont un peu plus vite aussi sans ARPine, mais c'est surtout qu'une fois qu'elles ont pris une direction, elles la gardent, c'est-à-dire une fois qu'elles ont commencé à faire avancer leur membrane, elles vont continuer à faire avancer la membrane de manière cohérente avec le circuit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors si on regarde dans les tumeurs de patientes, vraiment, et donc ça s'est fait en collaboration avec Antonina Alexandrova à Moscou. En fait, voilà la structure de la glande mammaire chez l'homme, chez la femme. Donc c'est une glande avec 2 feuillets épithéliales marqués par 2 kératines distinctes. Il y a un feuillet épithélial, kératine 8, qui est la couche luminale, ce sont les cellules qui sécrètent les protéines du lait. Et puis un feuillet qu'on appelle myoépithélial, qui est contractile comme un muscle, qui est marqué à kératine 17. Et ces 2 cellules épithéliales expriment ARPine très très bien, c'est normal, c'est des cellules qui ne doivent pas bouger. Vous voyez que les cellules du mésenchyme autour expriment beaucoup moins ARPine que les cellules épithéliales. Mais les cellules qui vont générer des tumeurs dans le cadre du cancer du sein, ce sont les cellules épithéliales. Donc là, vous avez un cas de carcinome in situ, où vous avez une expansion de la population cellulaire marquée par kératine 8. Vous voyez que la glande est distendue. Vous voyez qu'il n'y a pas de lumière qui était clairement visible là. Il n'y a plus de lumière. Les cellules tumorales ont rempli la lumière de la glande et ont distendu le feuillet myoépithélial qui garde l'expression d'ARPine. Excusez-moi. Qui garde l'expression d'ARPine alors que ces cellules vertes au centre ont perdu ARPine.
Et puis, la tumeur grossit, grossit, progresse. Et il y a un moment où elle va être capable de faire une brèche et de notamment passer la membrane basale, qui est une structure très rigide autour des glandes, et donc où la cellule tumorale va envahir vraiment le sein, le mésenchyme du sein. Donc là, elle n'est plus contenue, la cellule tumorale. Et là, dans ces cas les plus invasifs, on avait une perte très, très fréquente de l'expression d'ARPIN. Il n'y a plus de marquage du tout, même si ces cellules sont vertes et que normalement, elles expriment ARPIN. Dans ces deux cas, on n'a plus d'ARPIN. Alors, on a aussi mesuré l'expression d'ARPIN au niveau du gène, au niveau de l'ARN messager, par QRT-PCR avec Yvan Biège de l'Institut Curie, grâce à une cohorte qu'il avait constituée il y a très longtemps, parce que là, vous voyez que l'échelle, c'est 360 mois, c'est-à-dire 30 ans. Donc, on a des patientes qui ont fait un cancer du sein il y a 30 ans. Elles ont été opérées pour retirer la tumeur primaire. On a mesuré le niveau d'expression d'ARPIN dans ces échantillons. Et puis, on a suivi les patientes. Et là, vous avez une courbe de survie, donc il y a une décroissance qui est due au fait que les gens meurent. Les gens peuvent mourir en traversant la rue ou de leur cancer. Ici, tout est poulé. Et puis même, on a appliqué un critère supplémentaire qui est le temps de survie sans métastase. Parce qu'en fait, évidemment, vous pouvez imaginer que la prise en charge de ces patientes-là, quand elles ont fait des métastases il y a 30 ans et maintenant, elles ne sont pas prises en charge de la même manière. Donc, en revanche, d'enlever la tumeur primaire et d'attendre avant un traitement chimiothérapeutique, ça a été à peu près constant au cours de ces 30 ans. Donc, vous avez une majorité de tumeurs de ces patientes qui expriment ARPIN normalement, et donc vous avez une décroissance de référence là, de la survie sans métastase. Et pour les tumeurs qui étaient 7% de la cohorte rétrospective, qui inactivaient l'expression d'ARPIN, vous voyez que la survie est diminuée. La survie sans métastase est diminuée. Donc on sort de la cohorte soit par la mort, soit par la formation de métastase. C'est une probabilité associée à cette distribution est de 0,022, donc c'est significatif, mais ce n'est pas extraordinaire. Comme on savait qu'ARPIN antagonisait le complexe WAVE, on a refait la même chose. On a mesuré l'expression de tous les gènes qui codent pour le complexe WAVE. Alors, je vous ai dit que le complexe WAVE, c'était 5 sous-unités, effectivement, mais en fait, il y a des gènes paralogues dans le génome humain qui codent des sous-unités homologues. Donc, en fait, vous pouvez faire un complexe WAVE comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, on a tout mesuré. On a tout mesuré, et en fait, on a trouvé que globalement, le gène qui était le plus associé au pronostic était le gène NCK-AP1, qui est un gène limitant pour l'assemblage du complexe WAVE, ça on le sait par ailleurs. Et quand on a regardé les tumeurs qui surexprimaient NCK-AP1, donc le complexe WAVE, on a trouvé 40% de tumeurs qui surexprimaient NCK-AP1, et ça c'était associé à un mauvais pronostic, là aussi, avec un P plus significatif ce coup-ci. Mais comme on savait que le circuit était, qu'on activait le pathway par le wave complexe et qu'on l'inactivait par ARPIN, on a combiné les critères. Donc on a mis là les tumeurs qui soit inhibaient l'expression d'ARPIN, soit qui surexprimaient le wave complexe. Et dans ce cas-là, on a presque une dichotomie, une division par deux de la cohorte parfaite, presque parfaite, 47%, et vous voyez qu'on a un excellent critère pronostic. C'est-à-dire là, la probabilité que ces deux distributions soient dues au hasard est extrêmement faible. Et donc, juste avec deux gènes, on a une signature de gravité du cancer du sein. Ce qui est extrêmement important dans ce qu'on a breveté et puis ce qu'on a publié. Et en fait, on comprend tout à fait bien avec le circuit dont je vous ai parlé que, en fait, pour arriver à une dissémination, il ne faut pas s'opposer à la feedback loop qui maintient la dissémination. Donc, il faut soit surexprimer l'activateur, soit perdre l'inhibiteur. Et en fait, on a extrêmement peu de tumeurs qui ont l'un et l'autre. Une fois qu'elles ont trouvé un moyen, elles n'ont pas besoin d'activer l'autre. Donc voilà, c'est la fin de ce cours. Souvenez-vous que finalement,
la réponse à ARP2.3, la réponse à la transduction du signal est régulée positivement et négativement de manière locale. Même l'inhibiteur n'est pas global, ce n'est pas une inhibition globale du bruit de fond. C'est localement que, en fait, le switch majeur, l'interrupteur qui va déclencher le phénomène, RAC, va déclencher aussi bien l'activation que l'inhibition d'ARP2.3. Et ça, on a vu le rôle que ça avait dans des incoherent feed-forward loops, il n'y a pas d'équivalent français, un feed-forward qui permet de convertir un switch, une réponse off-on continue dans le temps, dans une réponse de courbe en cloche. Donc, on peut réguler la temporalité des réponses grâce à ces circuits un peu étranges où on active un inhibiteur en même temps d'activer un activateur. Et que cette migration augmentée et surtout soutenue dans le temps est associée à la dissémination qui a lieu lorsque les métastases se forment et donc au mauvais pronostic dans le cas des patientes atteintes de cancer du sein. Et c'est valable évidemment pour d'autres cancers, ça a été vérifié après coup par d'autres groupes dans le cancer du pancréas qui est extrêmement dramatique aussi. Voilà. Donc, juste pour remercier les gens, là j'ai parlé de travail de personnes qui étaient déjà parties du laboratoire, Yann Dang, Roman Gorelick, Carla Souza-Blin et Maria Lomakina. Leur contribution était indiquée sur les diapos. Ils sont partis, on en est très triste, mais ils sont remplacés par de nouveaux étudiants qui sont très bons aussi. Et puis, j'ai mentionné 3 collaborations, Laurent Blanchoin pour la visualisation de l'actine branchée en temps réel, Yvan Biège pour la cohorte rétrospective de patientes et Antonina Alexandrova pour l'immunohistochimie des tumeurs d'un cancer du sein. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais prendre vos questions. Je vous remercie de votre attention. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Tac.